Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Un texte de loi relatif à la lutte et la prévention contre la corruption est actuellement en phase de révision. Un autre contre l'enlèvement doit être promulgué prochainement, annonce faite à Oran par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati. À Tizi Ouzou, nous verrons l'échange entre les représentants des associations et le conseil du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne à l'étranger. Et à Lyon, nous verrons comment se prépare justement notre consulat général à Lyon au rendez-vous électoral du 1er novembre prochain. Les joueurs de la Ligue 1 montrent patte blanche pour reprendre le chemin des entraînements. Des mesures sanitaires strictes sont appliquées. Un reportage à suivre dans ce journal. De l'air pur, une randonnée dans les montagnes de Tikjda. Un groupe de seniors a troqué ses pantoufles pour des chaussures de randonnée. De beaux témoignages à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par l'actualité judiciaire. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati, a annoncé à Oran la promulgation d'un texte de loi relatif à la lutte et la prévention contre la corruption. Un autre texte de loi doit être promulgué prochainement contre les enlèvements. Ce sont là des ateliers importants sur lesquels travaille le ministère de la Justice. Les détails avec Jazia Bayou. C'est à partir d'Oran que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati, a dévoilé l'approche de l'accomplissement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption comme étant un nouveau mécanisme pour la récupération de l'argent dilapidé. Nous sommes dans la phase finale de l'étude de projet de loi concernant la révision des textes de loi, dont la loi 0601 concernant la lutte contre la corruption. Nous tenterons de trouver de nouveaux mécanismes pour prévenir contre ce fléau. Concernant le code pénal, il est impératif de revoir la nature des crimes et des peines requises. Il y a également une autre approche qui n'existait pas auparavant, qui est celle de mettre en place des mécanismes juridiques qui pourront nous permettre de récupérer l'argent dilapidé. Le ministre de la Justice a également déclaré que dans les 2 ou 3 prochaines semaines, une plateforme numérique réalisée avec le ministère de la Poste et des Télécommunications sera lancée. Lorsque nous parlons d'1 million d'habitants, cela illustre l'ampleur de la souffrance du citoyen de la ville d'Oran pour l'acquisition de ses droits juridiques. Alors, nous pouvons considérer que cette plateforme est un acquis dont nous sommes fiers. À noter que le secteur de la justice s'attelle actuellement à l'élaboration d'un texte de loi contre l'enlèvement devant être promulgué prochainement. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a affirmé que l'interaction et le débat autour du projet de la révision de la Constitution qui sera soumis au référendum le 1er novembre prochain dénote de la conscience du peuple qui suit de près ce sujet. Dans une entrevue accordée au site almayadine.net, Ammar Belhimar a souligné que le référendum populaire dans les pays démocratiques traduit bel et bien la démocratie dans sa plus belle expression. À une question sur la situation de la pandémie en Algérie, Belhimar a précisé que le gouvernement algérien ne mettra jamais la vie de ses enfants en péril, ajoutant que la décision du déconfinement total relève des prérogatives du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus qui continue à donner jusqu'à présent et minutieusement les statistiques et évolutions de la situation pandémique en Algérie. Concernant le point de vue de l'Algérie vis-à-vis des récents développements concernant la situation palestinienne, le porte-parole du gouvernement a indiqué que cette cause est sacrée et centrale pour l'Algérie, une question juste vis-à-vis de laquelle notre position est claire, constante et franche. L'empressement pour la normalisation ne saurait faire l'objet de cautionnement et d'appui de notre pays, tel que souligné par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à plus d'un titre. Ammar Belhimar a également rappelé la position constante de l'Algérie concernant la crise syrienne à travers le soutien des gouvernements légitimes en place afin d'éviter le chaos prévalant dans certains pays arabes, affirmant que la position algérienne demeure juste et appropriée. Elle consiste à la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le recours à des solutions pacifiques et locales
mondiale pour résoudre les crises. En ce qui concerne le dossier libyen, Belhimar a souligné que l'Algérie, de par sa position de pays voisin, plaide pour une solution politique en Libye, place l'intérêt du peuple libyen et l'unité de la souveraineté de son territoire au centre des préoccupations. Ajoutons que l'Algérie est en contact permanent avec toutes les parties qui contribuent à une solution pacifique en Libye, loin de toute exploitation de celle-ci en dehors du contexte libyen. À Tizi Ouzou, 40 représentants d'associations ont fait le déplacement pour rencontrer le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barramdan, qui a rassuré que de nouveaux mécanismes seront mis en place pour permettre au mouvement associatif de devenir une véritable force de proposition et un acteur du changement. Amel Bouarba était sur place. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, a eu un échange fructueux avec les représentants de la société civile et des comités de village. Il a souligné que de nouveaux mécanismes vont être mis en place pour une meilleure organisation du mouvement associatif afin de lui permettre de s'impliquer pleinement et s'imposer en tant que partenaire des collectivités locales. L'encadrement des associations nécessite un accompagnement, une réhabilitation à travers la mise en place de mécanismes tels que prévus dans le projet de révision de la Constitution. Elle sera soumise à un référendum populaire le 1er novembre prochain, lors duquel le peuple donnera son avis en toute liberté et démocratie. Intervenant tour à tour, 42 représentants d'associations ont exposé leurs préoccupations et soumis leurs propositions, affichant leur pleine adhésion à une réelle démarche de démocratie participative. Aujourd'hui, si la société civile est associée comme partenaire dans la décision, c'est clair que ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour la société, pour les citoyens. Pour la première fois, la Constitution intègre la société civile et c'est une occasion unique à saisir pour aller, maintenant c'est légiféré, ça devient, une fois que la Constitution, je souhaite et je l'espère, qu'elle soit adoptée lors du scrutin du 1er novembre, et que le peuple algérien sorte en masse pour s'exprimer. À partir de là, il y aura des textes d'application et on aura, le citoyen aura son rôle, aura son mot à dire. J'espère qu'Inch'Allah, la nouvelle constitution nous donnera un espoir, une possibilité de participer activement à changer justement le devenir de l'Algérie, Inch'Allah. Le conseiller du président a mis en avant le rôle crucial de la société civile en tant que force de proposition, d'action, mais aussi de contrôle dans la lutte contre la corruption. Des points forts stipulés dans le projet de révision de la Constitution et salués par les intervenants. L'article 205 du projet final de la Constitution insiste notamment sur l'implication de la société civile dans la lutte contre la corruption, d'où la nécessité de former les représentants des associations pour mener à bien leur mission de contrôle. C'est pourquoi une journée d'études consacrée à cette question est prévue le 5 octobre prochain. Le conseiller du président s'est félicité de cette première rencontre de concertation avec la société civile de Tizi Ouzou qui illustre une grande prise de conscience et l'engagement du mouvement associatif et des comités de village à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle et la préservation de l'unité nationale. L'édification d'une nouvelle Algérie se fait également grâce à ces enfants établis à l'étranger. À Lyon, plus de 60 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales. Notre consulat général se prépare pour leur permettre de voter dans les meilleures conditions. Comment? Réponse dans ce reportage de notre correspondante Afaf Boulouchette. Entre Rhône et Saône, la ville de Lyon est l'une des plus importantes en France. Son passé industriel en a fait un pôle d'attraction pour la main ouvrière étrangère dès les années 60, parmi laquelle une forte communauté algérienne. Aujourd'hui, 210 000 Algériens sont inscrits dans cette circonscription consulaire qui s'étend sur 5 départements et couvre une superficie de 29 000 km², d'où la nécessité de prévoir plusieurs bureaux de vote itinérants. S'agissant des bureaux de vote, nous avons déjà saisi les mairies pour solliciter donc des salles
Un certain nombre de mairies ont déjà répondu favorablement et nous en attendons d'autres. Alors, dans les 5 départements, s'agissant des départements qui sont au-delà du département du Rhône, c'est-à-dire le siège du consulat, ce sera des bureaux qui seront itinérants. C'est-à-dire que, je prends l'exemple pour l'Ardèche, il y aura 2 bureaux, pour la Drôme, il y aura 3 bureaux, et pour la Saône-et-Loire, il y en aura 3. Mais la distance n'est pas le seul défi pour l'administration algérienne cette année, soucieuse de garantir les conditions sanitaires optimales pour l'accueil des électeurs les jours des scrutins. Le consulat général d'Algérie-Lyon, pour cette échéance électorale historique de l'Algérie, elle va prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à l'abri notre communauté de la propagation de cette pandémie et également à tous les niveaux, à savoir désinfecter les lieux et également mettre à la disposition des citoyens l'alcool nécessaire. Et nous n'épargnerons aucun effort pour que les mesures sanitaires soient, assurées pour que cette échéance se passera dans les meilleures conditions. Au présidentiel 2019, le corps électoral dans cette circonscription consulaire comptait près de 60 000 inscrits sur les listes électorales. Pour plus d'informations, il suffit de se rendre sur le site internet du consulat général à Lyon ou sur sa page Facebook. De retour en Algérie, à N'Ama, qui compte 72 zones d'ombre. En visite sur place, le chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, Brahim Merret, a écouté les doléances des habitants de la région. Une région qui compte 115 projets en cours de réalisation destinés à améliorer les conditions de vie des habitants. Nassima Ibloula. Le chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, Brahim Merret, a inspecté des projets de développement. Il a également écouté les préoccupations des habitants dans plusieurs communes de la région. Ma présence ici est pour garantir la stabilité aux habitants de cette région. De nombreuses réalisations qui sont devenues aujourd'hui une réalité ont été adoptées par le président de la République qui connaît parfaitement le terrain et la réalité du vécu du citoyen dans ces régions en général et celle du bédouin en particulier. Toutes les promesses ont été tenues. Le problème aujourd'hui réside dans le chômage. Les jeunes qui résident dans les zones d'ombre ne trouvent pas de travail. Nous remercions notre président de la République qui nous a permis de voir cette lueur d'espoir après une longue endurance. À partir d'ici, nous confirmons que nous sommes sur le bon chemin vers l'édification d'une Algérie nouvelle. Je suppose que le budget de 2021 comportera des enveloppes financières conséquentes destinées aux zones d'ombre et bénéficierait d'un suivi spécial de la part du président de la République. 115 projets destinés à améliorer les conditions de vie des habitants des zones reculées de la wilaya de N'Ama sont en cours de réalisation dans les secteurs des ressources en eau, des travaux publics, de l'éducation et de l'énergie, avec une enveloppe budgétaire de plus de 2 milliards de dinars. Et toujours à propos des zones d'ombre, le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, en visite dans la wilaya de Taref, a rappelé que le raccordement des régions d'ombre au réseau d'électricité et de gaz naturel figure parmi les priorités du gouvernement. Les détails de cette visite donc avec Amel Bouharba. Une attention particulière est accordée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, aux régions enclavées ou ce qu'on appelle les zones d'ombre, en donnant des orientations pour la prise en charge des préoccupations des citoyens afin de garantir une justice sociale. Les zones d'ombre figurent parmi les priorités du président de la République et du programme du gouvernement. Vous dites que 99 zones d'ombre vont être accordées au réseau de gaz et d'électricité d'ici la fin de l'année. J'espère que vous serez au rendez-vous, car les zones d'ombre, voyez-vous, sont les régions qui sont les plus défavorisées en la matière. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a donné le coup d'envoi de l'opération de raccordement au réseau de gaz naturel de 574 foyers de la cité Sidi Djmil et cité Ndjouab Rouge dans la commune de Bsbès, à Taref. Une aubaine pour ces populations démunies qui disposent enfin de gaz naturel après des décennies de marginalisation et de calvaire.
Nous travaillons par ordre de priorité car les instructions et les orientations du président de la République et du gouvernement sont claires à ce sujet. Les zones d'ombre sont la priorité absolue. L'objectif est de faire bénéficier ces régions reculées de tout ce dont elles ont besoin. Ainsi, en ce qui concerne le raccordement au gaz naturel, nous avons lancé une vaste opération à travers toutes les wilayas. À la fin de sa visite, le ministre de l'Énergie a inspecté le projet de la centrale électrique, un projet d'envergure qui permettra de couvrir les besoins de la région. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. Vous l'avez certainement remarqué, le nombre de cas de contamination poursuit sa baisse avec 175 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Les détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 175 nouveaux cas, 101 nouvelles hospitalisations, 110 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 4 décès. Avec la notification de 175 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 20 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et seulement 6 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 4 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 101 patients. Les patients guéris à ce jour selon le protocole thérapeutique, leur nombre est à ce jour de 35 654 patients guéris, dont 110 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à la population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le masque obligatoire dans tout lieu et en toutes circonstances. Bien sûr, la prévention reste toujours de mise. Ce communiqué maintenant des services de la wilaya d'Alger qui ont affirmé hier que l'organisation de rassemblements publics dans la conjoncture actuelle était soumise à des procédures préventives relevant d'un protocole sanitaire spécial qui garantit la protection des participants de tout risque de contamination au coronavirus. Les services de la wilaya d'Alger ont réagi à un communiqué rendu public mercredi par le Parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie qui dénonçait l'avis défavorable émis par les services de la wilaya d'Alger au sujet de la demande d'organisation d'un rassemblement public pour la tenue de la session ordinaire donc, du Conseil national prévue le 25 septembre 2020 à l'hôtel Riyad dans la commune de Stawali. La demande a été refusée car portant sur la participation de près de 250 personnes en plus des chargés de la couverture médiatique au niveau d'une salle ne pouvant accueillir que 200 personnes dans le respect des mesures préventives. Les services de la wilaya d'Alger continuent à recevoir et à étudier toutes les demandes de rassemblement public à condition de se conformer aux mesures de prévention nécessaires, ajoute le communiqué des services de la wilaya d'Alger. Dans l'actualité internationale, l'UNESCO a retiré la ville de l'Aïoun occupée de sa liste de nouveaux membres du réseau mondial de villes apprenantes présentant ses excuses pour cette erreur. Pour rappel, hier, le Front Polisario a dénoncé l'intégration de la ville sahraoui occupée de l'Aïoun au réseau GNLC de l'UNESCO, appelant l'organisation onusienne à respecter la légalité internationale. Et le Front Polisario aussi a demandé à l'Organisation nationale de l'ONU d'assumer son entière responsabilité vis-à-vis du territoire du Sahara occidental et à préserver son intégrité territoriale comme l'un des 17 territoires non autonomes en attente de décolonisation. Toujours à l'international au Mali, le président de transition Ban Dao a prêté serment aujourd'hui à Bamako. Dans son premier discours, il a promis le retour au pouvoir d'un gouvernement civil issu d'élections dans les délais convenus. Il s'est dit prêt à tout pour que le Mali retrouve ses autorités élues et ses représentants légitimes. Ban Dao a également promis de veiller au respect des accords internationaux signés par le Mali. Le président palestinien Mahmoud Abbas a réclamé aujourd'hui à l'ONU l'organisation d'une conférence internationale début 2021 pour lancer le processus de paix israélo-palestinien sur la base de la loi internationale. Une demande qui se veut une réponse au supposé accord du siècle du président américain Donald Trump qui va à l'encontre de toutes les résolutions internationales selon Mahmoud Abbas.
Retour en Algérie du football à présent. Les joueurs de la Ligue 1 ont dû montrer patte blanche, vous allez le voir, avant de fouler les pelouses et reprendre leurs entraînements. En plus de leur ballon, les footballeurs doivent désormais se munir de leur masque de protection et respecter les mesures barrières. Pas toujours évident, vous allez le voir, mais le staff d'encadrement ne joue pas avec les règles et prend toutes les mesures nécessaires. C'est ce qu'a constaté Saïd Fallak, reportage. C'est la rentrée des classes pour les joueurs de la Ligue 1 qui ont retrouvé cette semaine le chemin des entraînements après un arrêt de 6 mois. Une reprise qui s'est déroulée dans un contexte sanitaire toujours aussi difficile et dans des conditions draconiennes pour éviter toute propagation du virus. Nous sommes tenus de respecter les directives de la FAF concernant le post-Covid pour la reprise des entraînements. Donc nous avons prévu, avant qu'on commence les entraînements, que les joueurs fassent d'abord les tests RT-PCR qui ont été pratiqués ce matin. Après ce test-là, nous avons commencé à préparer le dossier PCMA. Nous avons fait des ECG, les échocardiographies et la pesée des joueurs, bien sûr. Sachez que tout le monde est concerné par la RT-PCR. Toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe sont concernées par la PCR. Physiquement, les joueurs peuvent s'adapter à la situation et retrouver rapidement leurs sensations. Mais c'est sur le plan psychologique que ça va être compliqué, car le contexte est difficile. Un protocole sanitaire strict émanant du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et le Centre national de médecine du sport a été imposé aux différents clubs professionnels pour assurer une reprise en toute sécurité. La direction a tout prévu, que ce soit au niveau de l'hôtel, là l'école d'hôtellerie, en ce qui concerne la restauration ou les hôtels, il y a un joueur par chambre, donc avec tous les moyens, bien sûr, avec les antiseptiques, les désinfectants, parce que le protocole, il n'y a pas que porter une bavette ou la désinfecter, il y a d'autres choses, il y a les tapis désinfectants avant le petit déjeuner, donc il y a la prise à la température. Les clubs sont sommés aussi de désigner un Covid manager obligatoirement médecin, dont le rôle sera d'assurer le suivi du protocole sanitaire et d'alerter les autorités compétentes lorsqu'un cas positif est dépisté. Nous avons mis tous les moyens en termes de gestion de ce protocole sanitaire. Nous avons renforcé tout d'abord notre staff médical par un deuxième médecin qu'on a appelé manager Covid-19. Et nous avons aussi fait appel à un nutritionniste, parce que, nutritionniste, ça rentre beaucoup plus dans le domaine de la prise en charge des joueurs en termes d'alimentation, parce qu'après un arrêt de 5 à 6 mois, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris beaucoup de poids. Avant même le feu vert des autorités, la JS Kabylie était le premier club à reprendre les entraînements le 1er septembre, en effectuant un premier stage à Arbou. La reprise du championnat de Ligue 1 est programmée pour le 20 novembre prochain. Et en attendant cette reprise, la sélection nationale de lutte libre poursuit sa préparation dans un centre flambant neuf à Foucault. Les moyens sont disponibles, mais mieux encore, la volonté anime chacun des sportifs de haut niveau qui ne cachent pas leurs ambitions de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Reportage signé Sid Ahmed Bouraïb. Les lutteurs algériens poursuivent leur préparation en vue des prochaines échéances qualificatives aux Jeux Olympiques. Ce centre est un acquis pour le sport algérien et surtout pour la lutte. Tous les moyens sont à disposition. Nous, lutteurs, avons besoin de grandes surfaces tapissées qui sont disponibles ici. Personnellement, je me plais beaucoup ici. Cette salle elle est magnifique pour les préparations. Et Inch'Allah, on espère pour un bon résultat pour la qualification vers les Jeux Olympiques. La volonté et l'envie de réussir étaient palpables sur le visage de nos lutteurs.
الحمد لله بعد 6 شهور تاع الكونفينمون رانا ريبرونينا لي زونترينمون تاعنا انا درنا لا ريبريز مليحه. Après 6 mois, nous retrouvons enfin le chemin des entraînements. La reprise s'est très bien passée. Après 10 jours à Tiqjda consacrés à la préparation physique, nous nous concentrons actuellement sur le volet technique. Notre but reste la qualification aux Jeux Olympiques. Le grand but c'est pour qualifier aux Jeux Olympiques, Inch'Allah. Les lutteurs affichent un grand optimisme et espèrent la qualification du plus grand nombre possible aux Jeux Olympiques. Nous avons de grandes chances de nous qualifier aux Jeux Olympiques. Nous allons nous donner à fond. Nous espérons faire bonne figure au Maroc. Ce ne sera pas facile, mais nous nous préparons d'arrache-pied. Le tournoi qualificatif prévu en avril a été reporté pour cause de pandémie et se tiendra au Maroc en 2021. Et de l'exigence de nos sportifs à l'excellence de nos artisans, on vous propose dans ce journal de découvrir ou de redécouvrir l'un des plus anciens dinandiers de la Kasbah, Haj Hashmi Ben Mira. Sa boutique ne paye pas de mine et malgré son âge avancé, il essaye toujours de vivre de sa passion. Il souffre du manque de la matière première. Jazia Bayou l'a rencontré, reportage. C'est au cœur de la basse Kasbah que nous retrouvons Haj Hashmi Ben Mira, le plus ancien dinandier d'El Mahrousa. Celui qui a fait de son métier une vraie passion. C'est un métier اللي تعلمته على الأستاذ سي محمد زولو en 1958. J'ai commencé ce métier jusqu'à présent. J'ai aimé ce métier, je n'aime pas, je ne fais pas ce métier, c'est normal. Transmis de père en fils, ce savoir-faire artisanal qu'il a acquis depuis 1958 lui a permis de réaliser de belles pièces en cuivre. Malgré sa volonté à faire perdurer cet art ancestral, l'artisan chevronné se plaint d'un manque flagrant de matières premières. Le cuivre, élément essentiel pour la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pas la matière première, ça manque. Et avant, vous la ramenez d'où la matière? La SNS. Maintenant, il n'y a plus de traçons. Je ne sais pas. La matière première, il n'y en a pas. J'achète le cuivre en D, j'ai des plaques, des petites plaques. Comme ça, ça dépend. Et je travaille avec le cuivre que je trouve. L'amour de cet artisan pour son métier lui a valu la reconnaissance de nombre d'associations et d'institutions nationales et même étrangères, à savoir l'UNESCO qui lui a remis une attestation de reconnaissance pour ses efforts de préservation d'un patrimoine ancestral. Un patrimoine que l'artisan a tenu à transmettre à la jeune génération. J'ai appris plus de 27 personnes. Formation? Hein? Vous avez fait la formation? La formation ici, plus de 27 personnes. Ouais. Qui ont actuellement leur propre magasin? Leur propre magasin, il y en a qui travaillent chez des patrons. Malgré son âge avancé et ses problèmes de santé, le doyen des maîtres dinandiers tient à maintenir les portes de ce petit musée artisanal ouvertes pour faire briller encore ce joyau patrimonial. Et justement, notre patrimoine naturel se visite chaque jour par les jeunes et par les moins jeunes. Fri Al-Hamdi nous propose une randonnée avec des seniors qui ont troqué, vous allez le voir, leurs pantoufles pour des chaussures de marche. Un groupe de passionnés par les beaux paysages de notre pays. En voici un exemple à Tiqjda, reportage. Il est 10 h. Nous démarrons notre randonnée sous le soleil. Une occasion pour vivre de bons moments de convivialité et d'amitié. On a perdu la boussole. Heureusement qu'on a Nous sommes à environ 1600 mètres d'altitude sur les hauteurs de Bouira. Tiqjda, l'un des plus beaux sites du Djurdjura. La grimpette s'avère dure mais endurable. C'est un groupe de randonneurs qui est composé de papas et de grands-papas de tous âges, de toute taille et de tout poids. Alors notre caractéristique, c'est la bonne humeur et sillonner toute la Kabylie pour découvrir cette majestueuse nature qui nous extasie vraiment. À chaque fois, on découvre d'autres décors plus beaux les uns que les autres. De l'une à l'autre,
à la joie des randonneurs. Ils découvrent toujours une nouveauté, une originalité. On est allé au mont Takoucht, qui se trouve sur les hauteurs de Taskriout. L'Alam, les cascades de l'Alam, cascade de Zentout, Aït Filkaï, Erzroftes, en fait toute la région de l'Alam, Tamarij, Khrata et compagnie. Le fait de sortir va quand même apaiser les esprits et retourner dans le cadre familial. Chaque samedi, on a une randonnée, on programme une randonnée. On est un groupe expérimenté puisqu'on fait ça depuis plus de 6 ans. Qu'on fait des randonnées à travers le territoire national et pas uniquement la wilaya de Béjaïa ou la Bouira ou la autre. On a visité beaucoup de wilayas et c'est merveilleux de visiter l'Algérie parce qu'il y a des sites extraordinaires que beaucoup de personnes ne connaissent pas. La randonnée les rend plus forts, plus heureux et plus en contact avec les autres, ce qui en fait un sport parfait. Et avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Un texte de loi relatif à la lutte et la prévention contre la corruption est actuellement en phase de révision. Un autre contre l'enlèvement doit être promulgué prochainement. Annonce faite à Oran par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati. À Tizi Ouzou, nous avons vu l'échange entre les représentants des associations et le conseiller du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne à l'étranger. Et à Lyon, nous nous sommes arrêtés sur les préparatifs de notre consulat général à Lyon pour ce rendez-vous électoral du 1er novembre prochain. Les joueurs de la Ligue 1 montrent patte blanche pour reprendre le chemin des entraînements. Des mesures sanitaires strictes sont appliquées. Nous avons suivi un reportage. De l'air pur, une randonnée dans les montagnes de Tikjda. Un groupe de seniors a troqué ses pantoufles pour des chaussures de randonnée. Nous avons découvert un beau témoignage. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.